Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 16 août. La saison de Ligue 1 démarre ce soir pour l'AS Monaco FC. Et les hommes d'18h ont-ils leur chance de détrôner le PSG, grand favori? Nous poserons la question à Eric Silvestro, expert football pour RTL, dans un instant. Et au stade, au sein de plusieurs espaces VIP du club, les supporters découvrent actuellement une nouvelle exposition, des maillots et fanions historiques appartenant à un collectionneur passionné. Il voit la vie en rouge et blanc, nous l'avons rencontré. Envie de voyage, nous partirons ensuite aux États-Unis pour la chronique US dans l'un des quartiers les plus connus de Los Angeles avant de goûter aux saveurs sud-américaines, mais cette fois chez nous, au Coya Monte Carlo. C'est l'une des adresses les plus prisées de l'été en principauté avec en moyenne 400 couverts par soir. La saison de Ligue 1 s'est ouverte hier. Pour Monaco, le premier match débute en ce moment même. À quoi peut-on s'attendre cette année? Eric Silvestro, journaliste sportif RTL, est avec nous en duplex pour nous livrer son point de vue d'expert. Bonsoir. Bonsoir. La saison passée, tout a souri au PSG. Peut-on s'attendre, comme à l'époque où Verstappen remportait tout en Formule 1, à une saison déjà jouée d'avance? Je pense qu'on peut dire que oui. On a tous envie d'une belle surprise. Il faut quand même rappeler qu'ils ont gagné 11 des 13 derniers titres de champion. Monaco avait réussi à gagner celui de 2017, Lille également un peu plus tard, mais le PSG est évidemment largement favori et ça serait mentir que de dire qu'il ne devrait pas être champion. Mais quand même, face au PSG, quel autre club pourrait sérieusement prétendre au titre? Franchement, honnêtement, au titre, je pense aucun. Après, on peut avoir des outsiders qui vont aller glisser, pourquoi pas, un petit peu de cailloux dans la chaussure du PSG, essayer de les titiller le plus longtemps possible. On pense logiquement à Marseille et Monaco, qui étaient déjà les deux équipes sur le podium la saison dernière. Après, franchement, de là à imaginer le titre, je pense que c'est utopique. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors de l'AS Monaco cette année avec une équipe qui s'est renforcée? Le meilleur, on peut espérer le meilleur. Il y avait un gros déficit d'expérience la saison dernière. On l'a vu dans la gestion des moments délicats, notamment en Ligue des Champions, dans la confrontation directe avec Benfica. Le groupe a été renforcé en ce sens-là avec l'arrivée d'Eric Dyer, l'international anglais, avec Lukas Hradecky, le gardien finlandais qui a beaucoup d'expérience. Paul Pogba, bon, on en parlera sûrement un peu plus tard. L'expérience est là aussi. On va voir s'il peut être en mesure de jouer régulièrement cette saison. Donc voilà, ici, ça a été renforcé. Pour l'instant, mais moi j'attends quand même de voir la fin du mercato. Le groupe n'a pas trop changé, les meilleurs éléments sont restés, notamment Martinez Akliouche. Il faudrait vraiment qu'il y ait de la stabilité de ce côté-là. Si c'est le cas, avec les petits renforts, une seconde saison en tout cas avec la Ligue des Champions, Monaco peut faire vraiment de belles choses. Pour moi, on parle beaucoup de Marseille, mais pour moi Monaco est mieux armé que Marseille pour même la deuxième place. Vous l'avez dit, Paul Pogba, c'est le phénomène ici à Monaco. Peut-il vraiment jouer un rôle décisif cette saison? Mais on l'espère tous. Paul Pogba, ça peut être la belle histoire de cette saison, pour Monaco évidemment, pour lui surtout, pour la Ligue 1 ensuite, voire même pour l'équipe de France si tout se passe à merveille avant la Coupe du Monde l'été prochain. Après, voilà, avec des si, avec de G envie d'eux, on aurait peut-être fait tous des choses différentes dans la vie. Donc, il faut pas s'interdire de rêver. Il faut lui souhaiter le meilleur. Le club a décidé de prendre son temps avant de le mettre sur le terrain, avant qu'il rejoue en compétition, pour vraiment qu'il soit prêt. Ça, je pense que c'est une sage décision. Voilà. Après, ça fait quand même 3 ans quasiment que Paul Pogba n'a pas joué au très haut niveau. Il a beau avoir toute l'envie du monde, ça suffit parfois pas. Donc, il faut tous espérer que ce soit un beau pari pour lui, pour le club, pour le championnat. Mais ça reste un point d'interrogation. On a parlé des joueurs et parmi les nouveaux entraîneurs du championnat, lequel pourrait véritablement apporter une touche innovante à son équipe? Alors, je pense que l'entraîneur à suivre cette année, il y en a deux pour moi, en dehors de ceux qui sont évidemment connus et établis. C'est Castro, l'entraîneur de Nantes, pardon, qui arrive de Dunkerque, qui a vraiment une philosophie de jeu très intéressante, qui pourrait remettre Nantes dans le sens du jeu, comme on l'a dit par le passé à la nantaise. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs à Nantes. Avec la crise des droits télé, on ne peut pas investir énormément sur le marché des transferts. Donc là, on est parti sur vraiment une politique de jeunes du club, avec un jeu plutôt agréable à regarder. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Nantes. Et puis Habib Beye, qu'on n'a pas vraiment jugé sur une demi-saison à Rennes, qui va pouvoir maintenant installer vraiment sa philosophie, qui a pu travailler dans le mercato avec les demandes qu'il a lui formulées à ses dirigeants. On a vu qu'ils ont gagné leur match d'ouverture contre Marseille en étant en infériorité numérique avec un bel état d'esprit. Les recrutements de Rongier et de Merlin semblent plutôt intelligents. Donc voilà, j'ai hâte de voir si Habib Beye peut confirmer avec une équipe qu'il aura façonnée. Donc pour moi, c'est les deux entraîneurs à suivre cette année.
Globalement, pour terminer, que manque-t-il encore selon vous à la Ligue 1 pour rivaliser avec les plus grands championnats européens? Alors c'est vrai qu'on aime bien taper sur la Ligue 1. Notre championnat, il est finalement pas si mal. Le gros problème dont il souffre, c'est cet écart abyssal de niveau entre le Paris Saint-Germain et les autres équipes. Alors le PSG est champion d'Europe, on ne peut que s'en féliciter. C'est une très belle publicité pour la Ligue 1. Le travail de Luis Enrique, de toute l'équipe, le jeu produit l'année dernière. Franchement, pour tout amateur de football, quelle que soit l'équipe qu'on supporte, c'était absolument magnifique à regarder. Le problème, c'est que ça crée quand même ce déséquilibre avec les autres clubs. Et du coup, l'intérêt sportif au coup d'envoi du championnat semble déjà moindre par rapport à d'autres championnats comme la Première Ligue, par exemple, ou la Liga, avec au moins le Barça et le Real qui peuvent tous les deux gagner. Donc le problème, il est un petit peu là pour la Ligue 1, mais c'est un peu insoluble. Le PSG va pas, les Qataris vont pas partir du Paris Saint-Germain. Donc aux autres clubs d'être inventifs, d'être solides, comme Monaco, comme Marseille, comme Lille, pour au moins gagner peut-être tous les autres matchs pour rester un peu collé au Paris Saint-Germain. Donc c'est aux autres clubs de trouver les solutions pour venir embêter le Paris Saint-Germain. Et à nous d'espérer donc un miracle. Éric Silvestro, merci beaucoup d'avoir apporté votre expertise sur Monaco Info. Merci à vous. Les supporters de l'AS Monaco FC attendaient avec impatience le match de ce samedi contre le Havre et quelques chanceux qui auront accès au Salon Honneur et au pub by Blue Coast pourront découvrir une nouvelle exposition au Stade Louis II. Elle est composée de maillots et fanions historiques liés à la Coupe d'Europe. Regardez. Datant de 1978 à 2025, tous ces maillots ont un point commun, ils portent en eux un grand moment de l'histoire européenne de l'ASM-FC. Cette exposition est une manière pour le club de célébrer sa qualification pour la deuxième année consécutive en Ligue des Champions. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ces tuniques ont été dénichées par un seul et même collectionneur. Je suis fan de l'AS Monaco depuis 2000. Donc à l'époque, j'avais 6 ans. Le premier match que je suis allé voir, c'était au stade Abbé Deschamps, au Auxerre. C'était Auxerre-Monaco. Monaco l'a emporté et est devenu champion de France quelques mois plus tard. Et je suis tombé amoureux de l'AS Monaco comme ça, on va dire. Aujourd'hui, Julien est à la tête d'une collection exceptionnelle composée de plus de 1000 maillots portés par les joueurs de l'ASM-FC. Le plus rare, je dirais que il y en a quand même quelques-uns. Il y en a un qui est sympa. C'est un maillot qui a été porté donc en Coupe d'Europe lors de la saison 89-90 à Berlin et quelques jours seulement avant la destruction du mur. Donc il y a également, en plus d'une histoire sportive, vraiment une histoire mondiale, géopolitique, tout ça quoi. Dans le même esprit européen, un mur de fanions a été installé. On quitte le salon d'honneur, direction le pub by Blue Coast pour découvrir ces véritables pièces de musée destinées à l'origine aux traditionnels échanges d'avant-match entre capitaines. Pour le club, présenter de tels trésors est une grande fierté. Il y aura une deuxième collection un peu plus tard dans l'année qui viendra célébrer en fait les joueurs qui ont été formés à l'académie. Pourquoi ? Parce que l'académie a été formée en 1975, créée en 1975, et donc c'est le cinquantenaire de l'académie. Donc on va rappeler des joueurs qui ont été formés par l'académie. Et puis en fin de saison, vous n'oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde de football, et donc il y aura une petite surprise avec des maillots qui vont rappeler effectivement les joueurs internationaux qui sont passés par le club de l'AS Monaco. Et à raison de 30 maillots par exposition, ce sont au total 90 tenues historiques qui auront été présentées dans l'enceinte à la fin de la saison. L'édition 2025 de l'Inextinso Super Sevens a débuté aujourd'hui avec la première étape à Mont-de-Marsan. Le Monaco Rugby Sevens faisait figure de favori et a parfaitement débuté le tournoi. 43-0, c'est la démonstration de force des Monégasques en huitième de finale face à Castres. Et puis 26-7 en quart de finale contre l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles. Ils retrouveront les tenants du titre, les Barbarians, en demi-finale ce soir, diffusé en direct sur Canal+ Sport. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux dans le journal de demain. Après 5 jours et 4 nuits à nager sans jamais sortir de l'eau, Noam Yaron est arrivé de Calvi jusque dans les eaux monégasques sans toutefois atteindre la plage de l'hôtel Méridien comme prévu. Le jeune Suisse épuisé aura passé au total 100 heures en mer pour parcourir les quelques 180 km qui relient l'île de Beauté à la Principauté. Il ne lui restait que 2 km hier. La fatigue m'a fait halluciner de manière délirante. Ma langue et mon palais ont gonflé à cause du sel, a-t-il confié lorsqu'il a été pris en charge au CHPG. Le challenger explique être allé au bout de ses forces dans un seul but, sensibiliser à l'urgence de la protection de la Grande Bleue et sa biodiversité.
Sans aller jusqu'à cet extrême, 7000 pas par jour, cela vous semble raisonnable? Ce n'est pas la mer à boire et c'est ce qui est conseillé pour garder la forme. Oubliez donc les 10 000 pas rarement atteignables. Une récente étude a revu ce chiffre à la baisse. Alban Gingembre et Camille Caloni ont mené l'enquête. Marcher 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Vérité scientifique ou simple argument marketing? De récentes études suggèrent que seuls 7 000 pas suffiraient. Et vous, à combien de pas êtes-vous au quotidien? À mon avis, entre 4 000 et 6 000 peut-être, je vais dire. Sauf en vacances, là, un peu plus quand même. Par jour, au moins 1000 pas à peu près. Une centaine, 200 peut-être. Des pas, bien plus. Des pas, ouais, 300, 1000. 2000, 3000, facile. 10,000, yeah, something like that. 12 000 à peu près. Ça permet de se dépenser sans forcément trop forcer, puis on profite aussi des balades, donc c'est bien. J'essaie de courir tous les 2 jours une vingtaine de kilomètres. So far is about 13,000, but normally for the day will probably be 25 or 30. Le plus important, c'est d'adopter un style de vie actif. Pour ce médecin, il existe un lien avéré entre le nombre de pas effectués quotidiennement et les effets sur la santé. Récemment, en 2024, une étude a montré que réaliser 10 000 pas par jour diminuait la mortalité d'un tiers, diminuait les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, les pathologies diabétiques et les pathologies psychologiques, dépression, démence. Alors pour ma part, j'en suis à 2700 pas d'après mon podomètre, donc j'y retourne pour accomplir mon objectif du jour. Et justement, voici quelques idées d'itinéraire à Monaco, des balades de 5 à 8 km pour réaliser entre 7 000 et 10 000 pas. Et notre correspondante aux États-Unis doit sûrement largement dépasser les 10 000 pas en ce moment. Alexandra Pani, bonsoir. On poursuit cette semaine le format carnet de voyage et pour cette 3e étape, vous nous emmenez à Los Angeles, précisément dans l'un des quartiers les plus emblématiques de la ville, pour ne pas dire l'un des plus célèbres au monde. Bonsoir à vous. Oui, c'est l'étape la plus à l'ouest de ces carnets de voyage, La La Land. D'ici, tous les rêves sont permis. Et si l'on connaît bien Los Angeles pour son lien avec le cinéma et Hollywood, elle fait aussi rêver par ses plages de Manhattan Beach, la plus au sud, jusqu'à Malibu, la plus chic. Nous nous arrêterons, nous, au centre, à Venice Beach, la hippie cool. Suivez-moi pour découvrir ce quartier bohème. Connu pour son esprit bohème et son atmosphère décontractée, Venice Beach est aussi colorée que la diversité de la population qui la fréquente. Artistes, surfeurs, skateurs, culturistes, sans-abri, millionnaires et touristes se côtoient sur son boardwalk. Cette promenade de plus de 3 km le long de l'océan Pacifique qui relie Venise à Santa Monica accueille jusqu'à 30 000 touristes par jour en haute saison. Ici, l'on peut louer une planche de surf ou des rollers, déjeuner dans l'un de ces restaurants ou faire ses achats de souvenirs. N'oubliez pas de jeter un œil du côté de Muscle Beach où s'entraînait un certain Arnold Schwarzenegger ou admirer le coucher de soleil du côté du célèbre skatepark. Mais avant de devenir un quartier de Los Angeles dans les années 1920, Venice était une ville à part entière, créée par un riche entrepreneur Abbot Kinney en 1905. Inspiré par la ville homonyme italienne, il décide de recréer son esprit romantique en reprenant ses célèbres canaux. Loin du tumulte de la plage, vous pourrez vous balader sur ces 6 canaux encore existants dans le quartier historique du Venice Canal autour de Dell Avenue. Une promenade au calme sur les berges le long de charmantes maisons. Venise est aussi une destination pour les adeptes de la mode. Créateurs locaux et marques tendances sont présents dans l'artère commerçante du nom de son fondateur, Abbot Kinney. C'est ici aussi que les foodies se retrouvent à la nuit tombée dans les restaurants à la mode. Venice Beach est bien plus qu'une destination balnéaire. C'est un endroit singulier, un état d'esprit qui incarne la liberté californienne.
Cette adresse s'inspire du sud du continent américain. Depuis son ouverture à Monaco, le Koya peut aussi bien compter sur une clientèle fidèle que sur une clientèle de passage, venue parfois de très loin pour goûter à cette cuisine aux accents latinos. Le concept est né à Londres, mais a fait des émules partout où il s'est implanté. Patricia Navarro, Thomas Deus et Paul Gougassian nous livrent dans ce reportage la recette du succès. Nous sommes à un peu plus d'une heure du début du service et toute l'équipe du Koya Monte Carlo se prépare à une nouvelle soirée estivale où l'activité est démultipliée. Rouverte au printemps, cette table avec vue sur la Méditerranée sert en moyenne 400 couverts le soir et l'une des clés du succès réside dans l'équipe qui anime les lieux. Ici, l'esprit de famille et de rigueur. Les employés, pour la plupart saisonniers, reviennent chaque année et pour les chapeauter, Johan a pour meilleur atout son enthousiasme et la qualité de l'accueil qu'il réserve à la clientèle. Koya Monaco, depuis son ouverture, comme je vous l'ai dit en 2018, c'est bien plus qu'un restaurant. On a tout d'abord une identité musicale très forte avec des DJ émergents et internationaux qui viennent nous voir tout au long de la saison. Et on a bien entendu le site, l'emplacement extraordinaire situé juste au-dessus du club Jimmy's, qui est un endroit emblématique des nuits monégasques. Mais ce qui fait vraiment vibrer l'expérience client, c'est surtout l'énergie que dégagent les équipes. Et ce plaisir-là, il fidélise, il donne du sens année après année. Mais au-delà de cet accueil et de cette ambiance, la recette qui marche, elle se découvre en cuisine et dans les plats servis. Le Koya, c'est une invitation à une immersion dans la cuisine péruvienne contemporaine et plus généralement dans la cuisine sud-américaine qui est très tendance et compte beaucoup d'adeptes. On fait des petits réajustements tous les ans, 2-3 petites nouveautés, mais c'est vrai que le problème qu'on va avoir, c'est qu'à chaque fois qu'on ramène une nouveauté, ça devient un best-seller. Et en fait, c'est comme ça que notre carte est devenue énorme. Mais je dirais que vraiment, les gens continuent à venir. Premièrement, pour le guacamole. Deuxièmement, les empanadas. Et troisièmement, la cazuela de riz Nikkei avec le bar du Chili. Victoria l'a dit, le Koya est notamment réputé pour son célèbre guacamole. Ce sont pas moins de 150 avocats qui sont ainsi consommés chaque jour. Et le restaurant est ouvert uniquement le soir, du mardi au dimanche. Vous avez entendu en début de journal un collectionneur de l'AS Monaco FC. Eh bien, nous allons parler à présent de collectionneurs de cartes de sport ou de pop culture. Les plus grands passionnés de la planète seront bientôt réunis en principauté grâce à Nicolas Bermond et Dominique Gastaldi. Les deux hommes ont créé le Monaco Card Show, dont la première édition aura lieu le 13 septembre au Grimaldi Forum. Ils sont au micro de Gaëtan Lebrun. L'objectif, c'était de réunir les passionnés de cartes à collectionner, mais pas uniquement. En fait, on aura beaucoup de gens, beaucoup de collectionneurs qui viennent à travers l'Europe. Donc on aura des Espagnols, des Allemands, des Anglais, beaucoup d'Italiens aussi qui viennent. Mais aussi l'objectif pour nous, c'est de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cet univers, donc qu'ils soient jeunes ou un peu moins jeunes. On dit toujours que c'est quelque chose d'intergénérationnel, donc il y a les plus anciens qui ont ce côté un peu nostalgique, qui remettent le nez dans les cartes et dans leurs vieux albums Panini et qui veulent transmettre cette passion aux enfants. Donc voilà, pour l'instant ça reste encore un petit peu niche, mais justement l'objectif c'est de faire cette première édition à Monaco, qui est la première dans tout le sud de la France, et pérenniser l'événement sur les années à venir, si c'est un succès, on l'espère en tout cas. On aura une cinquantaine d'exposants, on aura à peu près 60% sur le sport, mais on aura les 40 autres % sur tout ce qu'on appelle TCG. Donc c'est tout ce qui est Pokémon, Magic, mais il y aura également des cartes de l'univers Marvel, Disney, enfin il y aura un peu de tout. Nous, encore une fois, on espère pouvoir satisfaire tout le monde, s'y mettre le pied au chaud et qui trouvent leur bonheur cette journée-là. Moi, j'ai repris la collection, comme beaucoup de monde, pendant le Covid. On était tous à la maison, on s'ennuyait et j'ai commencé un peu à chercher des hobbies. Et je me suis retrouvé sur des collections de cartes de foot, de sport. Quand j'étais plus jeune, je faisais les stickers de Panini comme tout le monde, comme beaucoup d'enfants en tout cas. Et j'ai trouvé qu'il y avait des cartes comme celle-ci qui existaient de nos jours, avec des bouts de maillot incrustés dans la carte, des cartes numérotées, donc là vous voyez 1 sur 1 qui rend la carte unique au monde, des cartes signées par les joueurs.
de l'AS Monaco et de pratiquement tous les plus gros clubs qu'il y a dans le monde. Il y a aussi des cartes gradées, donc vous pouvez envoyer vos cartes pour les faire évaluer par des compagnies de grading qui sont soit en France, soit aux États-Unis. Elles reviennent avec une carte gradée sur 10. Donc ça, c'est la carte rookie de Michael Jordan en 1993. C'est vraiment sa toute première carte. Donc celle-là est gradée 4,5. Pour faire le grading, il se base sur la surface de la carte, le centrage de la carte, les bords et les corners, les coins de la carte. Voilà, ce sont des cartes de chez Panini ou chez Topps, Upper Deck, il y a plein de fabricants. Et Panini notamment qui est sponsor du Monaco Card Show qui aura lieu le 13 septembre au Grimaldi Forum. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À suivre la météo, toujours caniculaire d'Alban Gingembre. Et tiens, une idée pour être au frais, pensez aux expositions de l'été. Les photographes de la direction de la communication ont braqué leurs objectifs, notamment du côté du Grimaldi Forum, où Couleur, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, a atteint les 50 000 visiteurs. Belle soirée à vous sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, une légère baisse des températures nous attend demain. L'air sera un peu plus respirable. C'est un beau temps peu nuageux prévu en principauté avec un thermomètre affichant 26 degrés le matin et 30 degrés l'après-midi. Le dimanche 17 août, nous fêtons les Hyacinthes et c'est aussi la journée internationale du chat noir. Cette petite bête victime de superstition ne porte pas vraiment malheur. Prenez soin de vos compagnons à quatre pattes. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.